côte d'Uvéa qui s'est soldée par 21 morts, dont 19 Kanaks. Les ex-otages français du Liban ont été mis en quarantaine à l'hôpital militaire du Val d'Oise en France. Ainsi, un bulletin de santé complet sera établi. Dans quelques instants, les détails. Au lendemain de la causerie libre du président de la République avec la presse nationale, le directeur de la télévision nationale, M. Justin Morel Jr., a adressé une lettre au chef de l'État, lettre dans laquelle il faisait quelques réflexions sur l'exercice du métier de journaliste dans notre pays. Le chef de l'État a daigné répondre à cette correspondance par le secrétaire général de la présidence de la République. Nous vous livrons in extenso cette correspondance. Le secrétaire général de la présidence de la République à Monsieur le ministre de l'Information, de la Culture et du Tourisme, Conakry, à l'attention de Monsieur le directeur de la télévision guinéenne. Monsieur le ministre, j'ai l'honneur de vous informer que le chef de l'État a pris connaissance de la lettre ouverte du directeur de la télévision nationale avec vif intérêt. À cet effet, il revient à votre département de définir et proposer le cadre juridique souhaité et nécessaire à l'exercice de la profession de journalisme en République de Guinée. D'autre part, le chef de l'État a accueilli favorablement l'idée de retrouver de nouveau la presse nationale à l'occasion du 30e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l'expression de ma considération distinguée. Signé Monsieur Arseni René Gomez, secrétaire général à la présidence de la République. Le CMRN a tenu ce vendredi sa session ordinaire qui a été sanctionnée par le communiqué suivant. Le comité militaire de redressement national s'est réuni donc en session ordinaire ce vendredi 6 mai 1988 de 10h à 14h30 sous la haute autorité de son président, le général Lansana Conté, chef de l'État. Cette session du CMRN a écouté les communications du ministre des TP et Transports, lequel a, entre autres, donné le programme de la visite du chef de l'État en Guinée forestière, du ministre de la Défense nationale et du ministre des Affaires étrangères. Pour terminer, le président du CMRN a réitéré les sages conseils tendant à raffermir davantage l'unité nationale, laquelle, il est intéressant de le constater, gagne du terrain sur la désunion. Conakry, le 6 mai 1988, le CMRN. L'urbanisation de la ville de Conakry intéresse en tout premier lieu les fils du pays. Ils sont pourtant nombreux, hélas, ces opérateurs économiques qui sont indifférents à cet effort de modernisation. Cependant, il y en a aussi qui manifestent une volonté réelle de participation à cette noble entreprise. Ils sont de tous bords, même les Guinéens d'origine libano-syrienne. Yamoussa Sidibé. En effet, certains Guinéens d'origine libano-syrienne ou simplement libanais ou syriens prennent effectivement part à l'effort de développement engagé depuis le 3 avril 1984. Sur cet emplacement de l'ex-avenue Bar va bientôt surgir un édifice moderne de 6 étages. Une œuvre d'un groupe de Libanais. On ne peut mieux démontrer le souci de partager et de participer à la concrétisation des ambitions d'un peuple. Toutefois, il faut signaler qu'une telle réalisation n'atteste que la volonté de son seul bâtisseur d'investir dans le pays. Elle ne couvre nullement les autres Libanais ou Syriens qui ont bien la possibilité de faire autant, mais qui préfèrent exporter leurs avoirs ailleurs. Il est important que chaque Guinéen d'origine libano-syrienne, individuellement pris, investisse désormais sur place son capital dans l'urbanisation ou dans d'autres secteurs économiques. Les Libano-Syriens nantis sont nombreux et s'ils répondent tous à l'attente de la nation, il n'y a pas de doute que de grands changements interviendraient sous peu de temps. D'autre part, les Guinéens eux-mêmes devraient donner l'exemple. Les Guinéens riches doivent essayer de rompre avec cette habitude de vivre dans une bicoque en ayant sous le lit des sacs de francs guinéens ou de devises. Ou encore d'entamer la construction de grands immeubles sans pour autant l'achever. De telles maisons nues ou éternellement en chantier sont nombreuses dans le pays. Il faut maintenant se mettre réellement au travail. Le temps, il faut rattraper le temps pour nous présenter mieux en l'an 2000.
Les criquets pèlerins, un fléau qui préoccupe tous les États africains, surtout du Sahel, après l'annonce faite par les spécialistes de la FAO réunis en avril dernier à Rome sur la prochaine invasion des criquets dans la région. Dans la préfecture de Sigiri, les criquets font déjà rage, une situation qui préoccupe au plus haut point les autorités du département de l'agriculture et des ressources animales, comme l'indique au micro de Boubacar Ba, le directeur général de l'agriculture. Effectivement, c'est le 4 à 14 heures que nous avons reçu le télégramme nous signalant la présence des criquets dans la sous-préfecture de Nogo-Soula. À l'instar de la plupart des pays africains, la Guinée est actuellement menacée par des invasions de criquets. Avez-vous une idée précise des dégâts causés à Sigiri? Pour le moment, nous n'avons pas une idée précise des dégâts causés par les criquets à Sigiri. Mais une équipe importante de techniciens est en route et c'est après leur constat qu'on peut se faire l'idée exacte de l'ampleur et des dégâts causés par les criquets. Quelles sont les dispositions prises pour endiguer ce fléau? Le département a pris certaines dispositions urgentes, mais compte tenu de l'ampleur de l'invasion des criquets en général, ces dispositions s'avèrent insignifiantes. Il faudrait donc envisager les grands moyens. C'est ainsi que le chef du département, le commandant Al-Hussein Fofana, a saisi son homologue des réceptions du télégramme pour que le ministère de l'Agriculture et des Ressources animales bénéficie d'une aide d'urgence. Avec cette aide, nous pouvons payer des produits de traitement, des matériels d'intervention et des produits de protection corporelle. Pour votre information, depuis hier, 2 camions sont déjà partis sur Sigiri. Le premier camion est chargé de produits et des appareils de traitement. Le second, de personnel technique, c'est-à-dire les agents spécialisés de la protection des végétaux et du laboratoire national de Foulaya. Qu'est-ce que vous avez préconisé pour protéger les préfectures voisines? Nous envisageons le matériel et les produits que nous allons recevoir par l'entremise de CEMAP, de doter les préfectures de Bouquet, de Koundara, Gawal, de produits et de matériel d'intervention, étant donné que les années précédentes, ces criquets ont fait aussi leur apparition au Cap-Vert. A préciser que selon les experts de la FAO, les énormes moyens de traitement mis en jeu au Maghreb ont jugulé l'invasion mais n'ont pas permis de réduire toutes les populations. Ce sont donc les insectes rescapés qui se transportent dans le sud au Sahel. Le service de presse de l'ambassade de l'Union des républiques socialistes soviétiques en Guinée a organisé hier une soirée amicale à l'occasion de la journée de la presse et de la radio soviétique, placée sous le signe de l'amitié et de la coopération entre les médias soviétiques et guinéens. Cette fête a connu la participation effective de la presse guinéenne. À noter que cette fête est célébrée chaque année dans plus de 100 pays du monde. Elle a été chez nous l'occasion pour la presse guinéenne de matérialiser sa volonté de collaborer avec ses confrères soviétiques à partir d'échanges d'idées et d'expériences dans tous les domaines. Cette rencontre amicale a pris fin par une projection cinématographique axée sur l'éducation des enfants en Union des républiques socialistes soviétiques. Dans une interview exclusive accordée à Abou Conté, le cinéaste guinéen Dansogo s'est largement expliqué sur son prochain long métrage, un extrait de cet entretien. Le titre de ce film, c'est Wulukoro, ou le chant du bonheur interdit. Ce scénario est tiré du chant populaire
Ulukoro de Kade Diawara, le rossignol de l'ensemble instrumental national. Cette adaptation cinématographique valorise le contenu de cette chanson populaire prise sur le vif. Le mariage forcé de deux jeunes gens qui ne s'aiment pas a souvent donné des productions dramatiques. Nous en rapportons une des plus pathétiques vécues en Haute-Guinée, la stratégie de Alama et de Hulaba. Quel est l'objectif visé maintenant par ce film? Ulukoro, si vous voulez, est un dieu, c'est un bois sacré dans le Toron. Si vous voulez, selon les croyances ancestrales, devant des obstacles, que l'on implorait souvent l'assistance des dieux. Qu'est-ce que Ulukoro? Ulukoro est un bois sacré dans le Kuranko-Dou. Le Kuranko-Dou, c'est de Farana jusque dans une partie de la préfecture de Kerouané. Maintenant, les acteurs, est-ce qu'ils seront tous des nationaux ou bien vous ferez appel à des étrangers? Ce film, j'ose vous dire, est à 95% guinéen. Vouloir faire appel à des gens déjà initiés, résidant ailleurs, ça nous compliquera la tâche. Une dernière question, M. Camara. Avez-vous pensé au lieu de tournage et éventuellement à quel niveau vous vous trouvez? Ce film sera tourné dans la zone sahélienne, précisément dans la préfecture de Siguiri, au nord-est de la Guinée. Nous sommes maintenant à la phase des préparatifs, c'est-à-dire la phase préparatoire du tournage est plus importante que le tournage lui-même. Tout ne va pas pour le mieux pour la compagnie multinationale Air Afrique qui traverse une crise réelle. Une mobilisation de ressources financières est nécessaire pour juguler le péril. Forum organisé à Paris avec la participation de plusieurs leaders d'opinion africains, journalistes, financiers, hommes politiques, dont l'ancien secrétaire général de l'OUA, M. Edem Kodjo, pour réfléchir et proposer des solutions aux sérieuses difficultés que connaît actuellement la compagnie Air Afrique. Les suggestions faites seront adressées au président Houphouët-Boigny, chargé par ses pairs de favoriser le redressement de la compagnie multinationale. En tant que leader d'opinion, nous ne sommes pas des techniciens, mais nous avons une vision différente des choses. Et les solutions qui pourraient être proposées peuvent concerner un certain nombre de contraintes, des contraintes d'ordre institutionnel, celles d'ordre politique, celles d'ordre technique, parce que vous savez que les flottes africaines risquent d'arriver à bout de potentiel d'ici 4 à 5 ans, avec les nouvelles mesures qui sont prises dans le domaine de l'aviation civile internationale. Il y a également des solutions d'ordre financier. Mais tout cela ne peut reposer que dans un vaste élan de solidarité au niveau de l'Afrique. Et pour qu'il y ait ce vaste mouvement, il faut que l'opinion soit mobilisée, il faut que les hommes de communication s'investissent. Encore l'apartheid au niveau des ACP-CEE comme sujet de discussion. Lors de leur prochaine rencontre ministérielle, les 12 et les ACP discuteront entre autres des méthodes pratiques à l'île Maurice pour mettre un terme à ce mal du siècle. Les 66 pays d'Afrique, Caraïbes, Pacifique ont préparé activement leur prochaine rencontre avec les ministres des 12 pays européens qui se tiendra les 10 et 11 mai à l'île Maurice. Beaucoup d'importants sujets économiques seront abordés. Leur coopération agricole, commerciale, douanière, le problème de la sécheresse et celui de l'endettement. Mais le thème politique principal sera celui de l'Afrique du Sud et de l'Afrique australe où ACP et Européens feront entre autres état de leur importante rencontre du 26 avril sur ce thème. Il y a eu des déclarations nettes et claires de la part de M. Genja qu'on veut
personne n'aime l'apartheid, on veut se débarrasser de ce système. Il y a certaines mesures qu'ils ont déjà prises, la communauté a déjà prises. Maintenant, il reste à chercher encore quelles sont les autres mesures qu'on peut prendre pour pouvoir amener le gouvernement, le régime de Pretoria et les Africains noirs autour d'une table pour une négociation, parce que tout ce que nous voulons éviter, c'est un bain de sang dans ce pays. La volonté et les efforts des Européens à aider les victimes de l'apartheid sont certains. Pour ce qui concerne la Commission, nous savons que nous devons appliquer la Convention de Lomé. Dans la Convention de Lomé, il y a une déclaration très précise de lutter contre l'apartheid. Et nous sommes dans cette ligne. En effet, les aides européennes aux victimes de l'apartheid en Afrique du Sud s'élèvent depuis 1986 à 210 millions de francs. Par le biais de la Convention de l'ONU, depuis 15 années, ils ont aussi accordé plus de 18 milliards de francs aux pays voisins de l'Afrique du Sud pour les aider à devenir économiquement moins dépendants de Pretoria. Il y a eu aussi un code de conduite qui a été élaboré par les entreprises européennes ayant des filiales en Afrique du Sud pour rétablir l'égalité professionnelle et sociale des Africains sur les lieux de travail. Enfin, en 1986, les 12 ont interdit les importations d'acier et de pièces d'or en provenance d'Afrique du Sud. Les ACP reconnaissent ces efforts européens, mais les estiment nettement insuffisants en comparaison de l'horreur du système de l'apartheid, d'autant qu'elle ne persuade... C'est un système qu'on ne peut pas amender